Beaucoup de choses sur l'univers nous échappent. Cela semble être un très gros problème. Je serais très surprise que l'univers ne regorge pas de vie. Je travaille en physique théorique des particules et théorie des cordes. Je suis vraiment la physicienne nerd typique, comme dans The Big Bang Theory. La physique du début du XXe siècle a révélé l'existence de dimensions au-delà de celles visibles. Je suis fascinée par la façon dont les organismes apparaissent et fonctionnent. Cela a une masse, de l'énergie, et ce n'est pas la matière dont sont faites les étoiles proches. De nombreuses discussions portent sur de nouvelles démonstrations créées en collaboration avec l'intelligence artificielle. Que signifie cela pour le prochain niveau d'évolution? Nous vivons un moment exceptionnel. Ces choses deviendront-elles conscientes? Que se passera-t-il quand elles deviendront bien plus intelligentes que nous? Je trouve ça à la fois effrayant et excitant. Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler à une experte en théorie des cordes. Mais nous n'allons pas seulement parler de cette théorie incroyable qui est un élément fondamental de la physique théorique. Nous allons discuter avec la docteure Lara Anderson. Elle est professeure de physique et de mathématiques à Virginia Tech et elle étudie la physique théorique des particules à haute énergie ainsi que la théorie des cordes. Elle va aborder les plus grands mystères de l'univers, la matière noire, la multidimensionnalité, le multivers, ce qui maintient la cohésion de l'univers que nous ne pouvons pas voir et que nous ne comprenons toujours pas, et que signifie dire que la réalité est en fait composée de plus de dimensions que nous ne pouvons même percevoir. Prenez une seconde pour vérifier si vous êtes abonné. Ne manquez aucun nouvel épisode de Breakdown de Mayim Bialik. Nous ne vous remercierons jamais assez. C'est un plaisir d'accueillir la docteure Laura Anderson dans Breakdown. Break it down. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Nous aimerions que vous commenciez par nous dire ce que vous étudiez et pourquoi vous avez choisi de l'étudier. Je travaille en physique théorique des particules à haute énergie et en théorie des cordes. En lien avec mon propre parcours, je corresponds beaucoup au stéréotype du physicien nerd de The Big Bang Theory. Je dois dire que cette série a vraiment bien représenté notre communauté. J'ai apprécié l'éclairage apporté sur les physiciens dans cette série. Mais oui, j'étudie la physique théorique des particules et la théorie des cordes. Donc, le travail que je fais est théorique, ce qui veut dire que j'utilise des ordinateurs et des équations pour essayer de comprendre comment fonctionne l'univers, ce qui compose l'univers. Alors, quels sont les éléments de base de la matière, de l'énergie dans notre univers? Et ensuite, quelles équations, quelles lois de la nature suivent-ils? Et pour moi, en fait, la façon dont je suis entrée dans ce domaine a vraiment été un moment transformateur quand j'étais enfant. À 12 ans, je suis allée dans un planétarium et j'ai vu un spectacle sur les étoiles conçu par Stephen Hawking qui expliquait l'origine de l'univers, le Big Bang, les trous noirs, les univers en expansion et les galaxies. J'ai juste trouvé ça tellement génial que des gens puissent découvrir des choses comme ça sur l'univers simplement en observant et en y réfléchissant. À 12 ans, en sortant du planétarium, j'ai su que je voulais faire ça. Qu'est-ce que les gens comprennent souvent mal et que tu tentes d'expliquer? Une chose que je trouve difficile en physique, c'est que beaucoup d'idées sur la façon de penser les choses, de poser des questions, de tester ces questions, sont très différentes de la manière dont on explore les choses dans la vie de tous les jours. Quand on parle de faire des recherches, ça signifie généralement chercher des infos en ligne, y réfléchir, etc. Mais comment poser des questions dans ce processus? Comment essaie-t-on ensuite de déterminer quelles sont les réponses? Et malheureusement, avoir beaucoup de bonnes idées qui échouent, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Je voudrais savoir quand tu as entendu parler de Big Bang Theory pour la première fois par curiosité culturelle, puis on abordera la science dure. Tu en as déjà entendu parler? D'autres t'ont déjà dit qu'il existe une série sur des physiciens? Je voulais simplement savoir quand tu as découvert la série, car lors de mon audition pour The Big Bang Theory, on m'a parlé d'une version féminine de Sheldon Cooper, mais je ne l'avais jamais vue. Alors j'ai cherché Sheldon Cooper sur Google et je me suis dit « Oh, c'est comme toutes les personnes avec qui j'étais à la fac. Ce sont tous mes amis. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on fonctionne. » J'ai trouvé fascinant qu'il existe une émission télé sur ce sujet, car je l'ignorais aussi. Je me demande juste quelle a été ta première réaction en découvrant une série sur des personnes comme toi. Je pense que c'était probablement, tu sais, ma famille élargie l'a vu et m'a dit « Hey, tu dois absolument regarder ça. » Petite anecdote au hasard, la série était diffusée depuis quelques années et j'étais dans un département de physique et j'étais à une grande table avec plein de gens de mon domaine.
Et la série a été abordée et il y avait des gens qui disaient, tu sais, bah, c'est vraiment stéréotypé les physiciens et c'est tellement injuste et tout ça. Ils râlaient un peu à ce sujet. J'ai regardé cette table, c'était parfait. Les personnes présentes parlaient de magasins de bandes dessinées, de jeux vidéo et étaient passionnées par leurs équations. Et tu sais, c'était un peu l'ironie de la situation, du genre, oui, ils nous stéréotypent, mais nous sommes tous là à faire exactement ce qu'on faisait. Donc oui, c'était très mignon. Quand les gens me demandaient, par exemple, ce que je pense du fait que la série véhicule des stéréotypes, tu sais, je répondais qu'il existe toutes sortes de physiciens. Et en particulier, il y a toutes sortes de femmes dans les sciences. J'ai eu des professeurs qui ressemblaient à des mannequins et d'autres qui ressemblaient plus à Amy Farrah Fowler. Donc, pour moi, il y a vraiment toutes sortes de personnes, mais j'ai absolument basé mon personnage sur un mélange de deux vraies personnes de mon entourage, qui étaient des femmes incroyables, des scientifiques remarquables, des mentors formidable. Pour moi, c'était une façon d'honorer les petites particularités que beaucoup ont. Oui, beaucoup trouvent leur voie dans les sciences. Revenons un peu en arrière parce que ta spécialisation, c'est la physique mathématique, n'est-ce pas? C'est exact. Je me demande si tu peux aussi expliquer un peu comment ces deux sciences se rejoignent et ce qui est particulier dans le travail que tu fais. Pour comprendre comment quelque chose fonctionne en physique ou dans l'univers, tu disposes essentiellement de deux outils pour t'y attaquer. Tu peux soit, tu sais, faire une mesure et dire « je prédis que quand je laisse tomber une pomme, elle va tomber à cette vitesse, elle va toucher le sol à ce moment-là, n'est-ce pas ?» Tu peux faire des prédictions et tu peux tester ces prédictions. Ou tu peux dire « laisse-moi modéliser mathématiquement ce que je pense qu'il va se passer avant l'expérience, non ?» Et puis, idéalement, tu fais les deux et tu vérifies que tout concorde, à la fois ta compréhension théorique et tes observations pratiques. Donc, dans le genre de travail que je fais, il y a beaucoup de choses pour tester directement les questions en physique des particules que nous voudrions comprendre. Il faudrait des collisionneurs de la taille du système solaire pour faire entrer des atomes en collision et atteindre ces énergies afin d'observer le comportement des particules. Donc, au lieu de pouvoir faire ça parce qu'on n'a pas le budget pour un collisionneur de particules de la taille du système solaire en ce moment, tu peux aussi essayer de travailler mathématiquement sur ce qui va se passer dans tous ces différents scénarios. La cohérence mathématique du nombre de choses qu'on peut observer dans l'univers, écrire puis déterminer, permet de voir comment tout s'assemble et ce que cela implique ensuite. Cette cohérence mathématique élimine efficacement de nombreuses possibilités. Donc oui, le rôle des théoriciennes est d'essayer de comprendre ce qu'il faut rechercher dans les expériences et ensuite de s'assurer que nos théories, au fur et à mesure qu'on les développe, sont mathématiquement cohérentes. Oui, et je pense que c'est un point important, surtout pour les personnes qui écoutent et qui ne maîtrisent pas vraiment beaucoup de ces concepts plus larges. Vous savez ce que fait la physique mathématique et quel genre de... Ce que le monde théorique nous permet de faire, c'est d'étudier des choses d'une manière qui n'est pas possible dans le monde réel, soit à cause de limitations physiques, soit à cause de limitations conceptuelles. Mais vous savez, une des choses que j'aime dans les mathématiques, je suis tout simplement, vous savez, quelqu'un qui aime les maths, c'est que c'est un langage. C'est un langage qui nous permet d'accéder à ces différents recoins de l'univers qui nous émerveillent. Mais ce sont ces moyens-là qui nous permettent réellement d'étudier ce qui est au-delà quand on ne peut pas forcément le toucher ou le voir à l'œil nu, si cela a du sens. Dans mon domaine, s'interroger sur la physique fondamentale ne concerne pas seulement la taille ou l'échelle des expériences, mais aussi des concepts souvent difficiles à visualiser ou à concevoir, au-delà de nos habitudes. Donc, une question qui se pose en théorie des cordes, c'est celle de savoir quelle est la forme de l'univers dans lequel nous vivons. Notre univers a-t-il vraiment 3 dimensions spatiales, comme une boîte, avec le haut, le bas et d'un côté à l'autre, et une dimension temporelle? Pourrait-il exister des dimensions supplémentaires au-delà de cela? Nous avons ces planètes, n'est-ce pas? Et pour de nombreuses raisons intéressantes, elles sont sphériques, n'est-ce pas? Et nous savons aussi que, vous savez, dans le système solaire, il y a d'autres planètes et qu'elles suivent des orbites un peu elliptiques, n'est-ce pas? Qu'elles tournent en quelque sorte. Mais si tu me demandais ce qu'il y a au-delà, je te dirais juste beaucoup de noir, beaucoup d'étoiles, beaucoup de planètes, et ça continue à l'infini, non? À quel point je suis proche de la vérité? Parce que si tu me demandes la forme de l'infini, tu sais, c'est comme, on dirait, une carte Hallmark. Quelle est la forme de l'infini? Je pense juste que ça s'étend dans toutes les dimensions possibles jusqu'à l'infini. Est-ce que c'est une forme?
Qu'y a-t-il au-delà du système solaire? Il existe de nombreuses galaxies, de grandes structures comme des murs de galaxies et beaucoup d'espaces vides. Et nous sommes limités dans notre capacité à sonder l'univers, en fait, par la distance jusqu'à laquelle nous pouvons observer grâce à la lumière qui nous est parvenue, ou plus récemment grâce à des choses comme les ondes gravitationnelles qui nous sont parvenues. Donc la réponse courte, c'est qu'en fait, nous ne connaissons pas vraiment la structure très lointaine de l'univers. Il y a des parties de l'univers auxquelles nous n'avons pas encore accès. Mais nous connaissons certaines choses sur la structure de l'univers. Par exemple, l'une des choses que nous savons, c'est que l'univers devient plus grand. Il est en expansion. Et ça, déjà, c'est difficile à visualiser, n'est-ce pas? Donc si tu demandes, il s'étend dans quoi en fait? C'est, tu sais, un espace tridimensionnel qui, tu sais, devient plus grand. Donc l'analogie que les gens utilisent, c'est que si tu regardais la surface d'un ballon pendant que tu le gonfles, si tu dessinais plein de points sur la surface de ce ballon en le gonflant, tous ces points s'éloigneraient les uns des autres, mais il n'y aurait pas de centre à cette expansion sur la surface du ballon, n'est-ce pas? Donc la même chose se produit avec notre univers, c'est que chaque partie s'éloigne de toutes les autres, mais cette expansion ne se produit pas dans nos 3 dimensions. On peut dire que cela se produit dans un espace de dimension supérieure. Que signifie que des choses grandissent dans un espace à dimension supérieure? Parce que ce que j'imagine, c'est un peu comme, vous savez, si vous imaginez un feu d'artifice, avant qu'il n'explose, il fait une sorte d'arc, n'est-ce pas? C'est ce que j'imagine. Mais aussi, l'expansion se produit assez lentement. Ne peut-il pas simplement s'étendre dans toutes les dimensions où il est déjà? C'est-à-dire, j'imagine tous ces vecteurs, tu vois, et les vecteurs partent simplement du centre, non? Et c'est juste, encore une fois, j'ai l'impression d'être une enfant de 5 ans. Ça continue simplement. Alors voilà, si on prenait l'analogie du feu d'artifice, il faudrait un centre à cette explosion, non? Il te faut un point dans l'espace d'où tous les éléments s'éloignent. En observant l'univers, on constate qu'il n'a pas de centre. Chaque point s'éloigne de tous les autres points, mais pas à partir d'un centre de notre espace tridimensionnel, si ça a du sens. Ça s'étend à partir d'où, n'est-ce pas? Et vers où ça s'étend? Parce que si tu regardes une carte, n'est-ce pas? Et tu dirais, oh, si je devais dézoomer, nous tournons autour du Soleil dans notre système solaire. Mais si tu dézoomes et qu'il y a je ne sais pas combien d'autres systèmes solaires, Un nombre incalculable. c'est ça. Donc, tu n'as pas un seul centre à partir duquel les choses s'étendent. Je veux dire, ce que j'aime aussi dans la physique, c'est que ces idées peuvent aussi s'appliquer à notre existence humaine, non? Oui, tout à fait. Si je grandis en tant qu'être humain, même conceptuellement, non? Quelles sont les limites de la croissance et de l'expansion humaine, de l'ouverture? C'est quelque chose de magnifique. Nous avons laissé en suspens cette question de l'espace tridimensionnel et peut-être du temps. Et nous parlons à beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui sont parties, ont vécu des choses et sont revenus avec toutes ces informations. Et ils demandent où est cet endroit. Nous parlons à beaucoup de personnes qui quittent leur corps ou dont la conscience semble quitter ce corps. Et elles vivent des expériences qui impliquent souvent de ressentir une expansion de leur être dans l'univers, pour laquelle elles n'ont aucune base scientifique. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais étudié la physique, que ce soit théorique, pratique, n'importe quel type, ce qu'il décrit, c'est le fait de voyager à travers tous ces autres aspects de la galaxie. Cela pourrait aussi être des éléments que votre cerveau complète. Mais pouvez-vous nous parler de la multidimensionnalité? Est-ce une sorte d'espace où la conscience pourrait exister dans une autre dimension? Quelles sont les options pour d'autres dimensions, en dehors, vous savez, du plan EZ et du temps? Arthur Eddington, physicien du début du XXe siècle, disait que l'univers est non seulement plus étrange que ce que nous supposons, mais aussi plus étrange que ce que nous pouvons supposer. Donc je pense que c'est amusant d'explorer certaines de ces choses qui bousculent vraiment notre manière de nous représenter comment tout cela fonctionne. Nous évoquions l'expansion de la taille physique de l'univers. Revenons au ballon pour mieux visualiser la suite. Donc, si vous imaginez la surface d'un ballon, n'est-ce pas? Toutes les parties s'éloignent les unes des autres sur ce ballon, mais l'expansion du ballon ne se produit pas à la surface. En réalité, cela se produit au centre du ballon, n'est-ce pas? Donc ce serait comme une surface bidimensionnelle. Toutes les parties s'éloignent, mais elles s'étendent en 3 dimensions. Donc,
C'est le genre d'image que tu as pour notre univers, c'est que notre univers est tridimensionnel, mais il s'étend dans 4 dimensions. Et maintenant, c'est là que, du moins pour moi, mon cerveau s'arrête un peu parce que tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 4 dimensions, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous avoir, tu sais, le haut, le bas, d'un côté à l'autre et toute autre direction? Mathématiquement, c'est vraiment facile à écrire, mais nos esprits humains, basés sur toute notre expérience du monde jusqu'à présent, ne peuvent pas vraiment visualiser à quoi cela ressemblerait. On pourrait jouer avec des analogies en imaginant à quoi ressemblerait un monde en 2 dimensions au lieu d'une autre en 3 dimensions. Et si vous savez, vous viviez à la surface d'une table, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous verriez? Si une créature tridimensionnelle traversait votre monde en 2 dimensions, vous ne verriez que ses sections transversales, n'est-ce pas? Par exemple, lorsqu'elle traverse votre monde, vous verriez, vous savez, quand quelque chose entre, vous verriez un cercle d'une certaine taille devenir plus grand puis plus petit à nouveau au fur et à mesure que la chose passe. Vous verriez ainsi une ombre en 2 dimensions d'un objet en 3 dimensions. Mathématiquement, on peut écrire la même structure pour notre univers. On pourrait se demander, s'il y avait 4 dimensions spatiales ou plus, quel genre d'ombre tridimensionnelle verrions-nous d'un objet à 4 dimensions qui pourrait, vous savez, traverser notre univers? Dans le type de travail que je fais en théorie des cordes, il est en fait essentiel, pour les conditions de cohérence de la physique, qu'il y ait plus de dimensions que celles que nous voyons autour de nous. Et elles n'ont pas toutes besoin d'être de la même taille. Donc c'est une autre chose qui est assez difficile à imaginer. Quand on parle par exemple de la taille d'une dimension, qu'est-ce que cela signifie? Donc une analogie que j'utilise parfois, c'est que si vous imaginez regarder quelque chose comme un fil, quelque chose de très fin, de loin, cela semblerait n'être qu'un objet unidimensionnel, il a une longueur. Mais si vous zoomiez vraiment très près, vous verriez qu'il a une épaisseur et une autre direction. C'est une surface bidimensionnelle. En physique, on peut se poser la question suivante. Notre univers semble tridimensionnel. Mais si vous pouviez zoomer très petit sur tout l'espace observé, pourrait-il y avoir d'autres dimensions, comme l'épaisseur du fil? Y a-t-il d'autres directions dans lesquelles les choses pourraient se déplacer, d'autres directions dans lesquelles l'énergie pourrait aller, avec lesquelles les particules pourraient interagir? Vous pourriez alors vous demander quelles conséquences cela aurait pour la physique. Il y a longtemps, j'ai essayé d'expliquer à ma grand-mère ce que je fais dans la vie en lui disant que j'enroule des dimensions supplémentaires pour gagner ma vie. Donc, j'enroule ces dimensions supplémentaires. J'essaie de dire, si elles étaient vraiment petites, quelles conséquences cela aurait-il sur la physique et que verrait-on? Jonathan vient juste d'envoyer dans notre petite discussion ici une image d'un hypercube. Je vais dire quelque chose d'étrange. D'accord. Quand j'ai regardé ça, ça m'a donné envie de pleurer. C'est-à-dire que j'ai eu une réaction émotionnelle en voyant quelque chose qui dépasse ce que je pense pouvoir percevoir. Oui, Est-ce que ça a du sens? être attiré par des choses qui élargissent notre façon de penser, c'est vraiment génial. J'ai vraiment ressenti ça. Tu as mentionné parmi tes invités Michio Kaku. Il a écrit de nombreux livres de vulgarisation scientifique. Je me souviens en avoir lu un vers 13 ans, et j'étais impressionnée que certains comprennent tout ça juste en réfléchissant, que tu peux réfléchir différemment et ensuite imaginer des structures dont tu n'aurais jamais cru qu'elles étaient possibles. Je pense qu'on devrait aborder ce qu'est la théorie des cordes, parce que le grand public en a entendu parler, mais il ne sait probablement pas vraiment comment l'expliquer ou en quoi c'est concret pour lui. La théorie des cordes est une tentative, dans une seule théorie cohérente, d'essayer de modéliser essentiellement toutes les interactions fondamentales que nous observons dans la nature. Je dois d'abord expliquer ce qu'est une interaction fondamentale. Nous pensons donc que tout ce que nous voyons dans l'univers qui accélère, qui va plus vite ou qui ralentit, le fait essentiellement pour l'une des 4 raisons que nous avons identifiées jusqu'à présent. Cela inclut la gravité, donc tout ce qui nous maintient sur Terre en ce moment, la structure du système solaire, tout ça. L'électromagnétisme qui est en gros, vous savez, les interactions électriques dans les atomes. C'est la structure de tout le tableau périodique. C'est pour ça que je ne peux pas passer ma main à travers mon bureau en ce moment, c'est à cause de la répulsion électrique entre les électrons. Il existe aussi 2 forces, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, responsables de la désintégration radioactive et du maintien du noyau. Donc ces forces décrivent en gros tout ce qui bouge ou accélère que nous voyons. Et nous avons un cadre vraiment magnifique en physique théorique pour faire des prédictions extrêmement précises jusqu'à 13 chiffres significatifs,
sur la façon dont 3 de ces 4 forces fonctionnent à des échelles de distance très petites. C'est le modèle standard de la physique des particules qui décrit la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et l'électromagnétisme. Nous avons aussi une description de la gravité par Albert Einstein, qui la voit comme la courbure de l'espace-temps développée au début du XXe siècle. Théorie très prédictive et magnifique, elle permet le fonctionnement du GPS moderne. Et ces 2 cadres pour la gravité et les 3 autres forces sont vraiment, vraiment utiles, vraiment, vraiment puissants et fondamentalement incompatibles. Si vous essayez de combiner notre compréhension de la mécanique quantique et de la théorie quantique des champs avec la gravité, vous obtenez des réponses vraiment absurdes. Ce sont ce qu'on appelle des infinis catastrophiques. On peut essayer de prédire, mais ça ne marche pas. On obtient des réponses manifestement fausses. Donc, la théorie des cordes est une tentative de rassembler toutes ces forces fondamentales, y compris la gravité, dans un cadre cohérent. Et l'idée de base, c'est « et si la matière n'était pas composée de petites particules ponctuelles, comme un électron que vous imaginez, comme une petite bille flottant dans l'espace ?» Et si, au lieu de cela, toute la matière que nous voyons était en réalité composée d'objets unidimensionnels étendus comme de petites cordes? Comme une corde de violon produit différentes notes selon sa vibration, la théorie des cordes se demande si des cordes fondamentales vibrant différemment pourraient devenir diverses particules. Ainsi pourrait-elle vibrer différemment pour devenir un électron ou un quark? Si vous posez cette question mignonne sur la création de particules via différents modes de vibration d'une corde, en termes quantiques, vous obtenez la gravité d'Einstein gratuitement. Donc, vous vous retrouvez avec une théorie qui doit forcément être gravitationnelle. Ces cordes ne se déplacent que dans des espaces-temps respectant les équations d'Einstein, ce qui est vraiment beau. Le hic, malheureusement, c'est que pour que tout cela fonctionne, il faut que votre univers ait plus de 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Donc, c'est une sacrée exigence. C'est là que l'enroulement des dimensions entre en jeu. On pourrait se demander, est-ce que cela pourrait vraiment être cohérent avec l'expérience? Et quelles en seraient les conséquences si c'était le cas? S'il y avait des dimensions supplémentaires, qu'est-ce que cela signifierait pour la physique? Que pourrions-nous prédire? Que pourrions-nous tester? Comment une corde peut-elle être unidimensionnelle? En ayant simplement une longueur. Rien n'a qu'une longueur. Eh bien, il est intéressant de noter qu'il existe certaines particules dans la nature, comme les électrons, où l'on pense qu'elles, vous savez, d'après ce que nous pouvons observer, elles semblent n'être que des points, n'est-ce pas? Elles n'ont pas réellement de longueur, elles n'ont pas de rayons. Mais nous n'avons pas non plus d'emplacement précis pour ce point, ce qui veut dire que nous avons une probabilité que nous pouvons calculer pour savoir où vous pourriez, devriez, espérer le trouver. C'est pareil pour ces cordes. Vous auriez une distribution de probabilité à cet objet unidimensionnel que vous décrivez. Donc maintenant, nous avons ces cordes qui peuvent changer de forme. Elles ne changent pas de forme. Selon la façon dont elles se sentent, elles vont vibrer différemment. D'accord? Je peux accepter ça, oui. Différents modes de vibration, différentes masses, différentes charges, différentes propriétés. Je pense que beaucoup de praticiens énergétiques hippies diraient exactement. On vous dit depuis toujours qu'il suffit de changer votre fréquence vibratoire. Change ta fréquence vibratoire. Et tout à coup, tu es à l'intérieur, tu es à l'extérieur, et tout autour de toi change. En quoi ont-ils raison ou tort? L'idée de vibration, tu sais, les choses qui vibrent et qui ont différents niveaux d'énergie, c'est quelque chose que tu peux appliquer à toutes sortes d'échelles différentes. Tu sais, des cordes de violon aux vagues, dans l'eau, tout ça. Donc, dans le cas des hippies, je ne sais pas ce qui vibre pour eux, mais c'est une question légitime. Mais comment cela change-t-il notre compréhension de la nature de la réalité, si les choses peuvent changer ce qu'elles sont de cette manière? Les conséquences de cela sont que si vous avez ces petites, vous savez, cordes unidimensionnelles qui vibrent de différentes manières, elles correspondent à différentes particules, et en se déplaçant dans l'espace, les façons dont elles pourraient interagir les unes avec les autres, les façons dont elles peuvent se rejoindre, se séparer ou vibrer indiquent quelles particules peuvent exister et comment elles se comportent. Et cela vous permet en principe de prédire beaucoup de choses. Donc, l'une des grandes questions, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur l'univers en ce moment. Nous savons, grâce à la recherche en astronomie, que nous ne savons en fait pas de quoi est composée la majorité de l'univers. Cela me semble être un très gros problème. C'est vraiment un gros problème, n'est-ce pas? Il y a donc des choses que nous appelons l'énergie noire ou la matière noire. Ce sont des choses que nous déduisons de la structure gravitationnelle de l'univers. Il doit y avoir des éléments là-dedans qui interagissent gravitationnellement avec tout le reste.
Ça a une masse et de l'énergie, mais on ignore ce que c'est. Ce n'est pas la matière des étoiles proches. Alors, qu'est-ce que toute cette énergie? Quelle est toute cette matière là-dehors qui détermine comment l'univers évolue et ce qui va lui arriver? La théorie des cordes tente d'expliquer cela en supposant quel type de particules et de forces pourraient exister. Un fait amusant, en réalité, que beaucoup de gens et de théoriciens observent et étudient, c'est que l'univers ne fait pas que s'étendre, il accélère son expansion. La question est, qu'est-ce qui provoque l'expansion et produit cette énergie? Excellente question. Qu'est-ce que tu veux dire par ça accélère? J'essayais encore de comprendre l'expansion, comme le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire que ça accélère? Oui, ça veut dire que toutes les parties s'éloignent les unes des autres et que la vitesse à laquelle cela se produit est, comme tu l'as dit, lente, mais augmente subtilement avec le temps. Encore une fois, sans vouloir citer les hippies, mais tout le monde dit que tout va beaucoup plus vite de nos jours avec le rythme de la technologie, le flot d'informations qui nous bombarde, et se dire qu'il y a un parallèle avec ça. Donc il y a une chose possible qui pourrait être à l'origine de cette expansion. Donc une explication possible, c'est l'idée que le vide lui-même pourrait avoir de l'énergie. Donc en mécanique quantique, qui décrit comment les particules interagissent, comme tu l'as mentionné il y a quelques minutes, les choses se produisent de façon probabiliste. Tu te demandes si une particule est ici ou là. On ne peut pas le dire, mais on peut connaître les probabilités qu'elle fasse X ou Y. Quand tu dis que l'espace est vide, demande-toi, suis-je vraiment sûr qu'il l'est? Donc est-il possible que tu crois voir de l'espace vide alors qu'en fait une particule et une antiparticule apparaissent, s'annihilent et disparaissent sans que tu ne t'en aperçoives? Est-ce que cela aurait pu arriver en une infime fraction de seconde? Donc il pourrait y avoir une sorte de soupe bouillonnante de particules qui peuvent ou non exister de façon probabiliste dans l'espace vide, et cela peut réellement apporter de l'énergie à l'univers. À mesure que l'univers s'agrandit, l'espace et l'énergie due à l'incertitude des particules dans le vide augmentent. Cela peut en fait alimenter l'expansion et accélérer encore davantage l'expansion de l'univers. D'accord, l'univers est en expansion. Il s'étend plus qu'avant, n'est-ce pas? Disons il y a une seconde, il y a un an et il y a une année-lumière. Et non seulement il s'étend davantage, mais il s'étend aussi plus vite. Alors je ne peux pas m'empêcher de me demander vers quoi fonçons-nous? Vous savez, quand on pense à la théorie du Big Bang et qu'on réfléchit à ce qui a mené au fait que, vous savez, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles et toutes ces belles idées, c'est notre histoire de l'évolution. Quel est notre scénario catastrophe, n'est-ce pas, que nous pouvons nous raconter à propos de cette expansion qui se produit à un rythme encore plus rapide? Comme si je nous imaginais maintenant projetés à travers l'espace, n'est-ce pas, avec une catastrophe qui se profile. Est-ce que ce n'est que mon petit esprit humain, vous savez? Non, c'est une question tout à fait légitime et c'est une question à laquelle les scientifiques réfléchissent depuis longtemps. Donc il s'agit du destin de l'univers, n'est-ce pas? Donc si nous, comme vous dites, si vous imaginez que l'univers est né d'une sorte de, vous savez, singularité primordiale ou vous savez, explosion cosmique dans son passé, où va-t-il? Et il y a différentes possibilités que les gens envisagent, et cela dépend beaucoup de la composition de l'univers et de ce qui lui arrive, ce que nous ne comprenons pas entièrement. Mais il se peut qu'il n'y ait pas assez de matière dans cet univers parmi d'autres possibilités. Il pourrait s'étendre pendant un certain temps, puis finalement, la gravité pourrait reprendre le dessus, et tout pourrait commencer à se rapprocher de plus en plus, jusqu'à ce que l'univers se recontracte et peut-être explose à nouveau. Ce serait donc un scénario de recontraction pour l'univers. Vous pourriez aussi avoir une expansion, et c'est ce que nos données actuelles semblent indiquer, c'est que l'expansion pourrait continuer indéfiniment et que tout s'éloignerait de plus en plus, devenant de plus en plus froid dans le destin ultime de l'univers. Donc on appelle cela le Big Crunch si l'univers se recontracte, ou le Big Freeze si tout s'étend sans limite et s'éloigne indéfiniment. Toutes les étoiles s'éteignent, tout devient froid et sombre. Devons-nous nous en préoccuper? Cela n'arrivera que bien après le cycle de vie de notre étoile, donc nous ne serons plus là pour nous en soucier. Certaines personnes pensent qu'il s'agirait d'un cycle d'univers qui naissent, sont détruits, puis renaissent. Une possibilité serait que votre univers s'effondre puis qu'un nouveau Big Bang crée un autre univers. Donc, dans cette autre option où tout continue de s'étendre, il fait froid parce que personne n'est assez proche d'un soleil ou d'une de ces étoiles qui génèrent la chaleur qui, dans notre climat planétaire particulier, nous maintient en vie.
On peut aussi dire que beaucoup d'énergie dans l'univers provient de la densité. Il faut réunir des éléments pour former des étoiles, par exemple. Donc, si tout s'éloigne progressivement, tu vois, de plus en plus, tu n'as plus, tu sais, de nuages qui vont se condenser pour former des étoiles. Et donc, oui, tout finit par devenir très froid et sombre. Je me demande, quand les gens parlent, tu sais, des préoccupations environnementales imminentes et des besoins de notre planète, dans quelle mesure tu prends en compte ce genre de besoins, vu le type de choses que tu étudies? Je pense que ces types de préoccupations sont tellement éloignés dans le temps que nous, en tant qu'êtres humains, n'avons pas à nous en inquiéter. C'est amusant d'y penser, mais concernant le futur de notre planète et du Soleil, il faudrait attendre de très 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 nombreux cycles de vie d'étoiles dans un avenir très lointain avant de s'en préoccuper. Je trouve fascinant de se demander ce qu'on peut déterminer à ce sujet et si on peut découvrir ce qu'il y a dans l'univers pour déterminer lequel de ces scénarios se produira. Le caractère particulier de la formation des étoiles et des systèmes solaires, ainsi que la position idéale de la Terre pour permettre l'apparition de la vie. Il existe de nombreuses grandes questions en physique sur ce qui permet d'obtenir non seulement la vie, mais aussi la complexité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut pour construire des choses compliquées comme celles que nous voyons dans l'univers? Et tout cela est vraiment spécial. Juste pour mentionner un exemple un peu étrange quand on parle de dimensions supérieures, si vous disiez « je veux construire un univers et je suis prête à le faire dans n'importe quel nombre de dimensions », d'accord? Peu importe, que va-t-il se passer? Si vous essayez de construire quelque chose comme un univers en deux dimensions, c'est tout simplement trop simple pour pouvoir créer une structure riche comme celle que nous voyons dans l'univers, pour pouvoir former des étoiles, des galaxies et tout ça. Si vous allez plus haut et que vous dites « je veux être dans un univers à 4 grandes dimensions macroscopiques », il y a cet univers, vous savez, de grandes dimensions supérieures. En fait, les choses ont généralement tendance à se rater. Il y a trop d'espace pour construire des choses compliquées. Il est difficile de construire, vous savez, des orbites gravitationnelles stables comme celles sur lesquelles repose, vous savez, notre système solaire. Donc, 3 dimensions, c'est en fait un peu l'idéal pour pouvoir construire quelque chose comme notre univers, qui soit complexe et stable, et qui puisse soutenir des étoiles, des planètes, des galaxies et nous-mêmes. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir plus de 3 dimensions, mais qu'elles sont peut-être cachées. Nous ne les avons pas entièrement observées. Quel est le lien avec le multivers que Marvel me montre tout le temps? C'est lié à cette incertitude quantique dont nous parlions il y a un instant. Donc, si vous avez une particule et que vous dites « je vais, vous savez, prendre ce tout petit électron, n'est-ce pas, qui compose les atomes, et je vais, vous savez, le lancer vers une cible. D'accord, je vais demander « où est-ce que cette chose va frapper ?» Essayer cela, ce n'est pas comme tirer une série de boules de billard sur une cible. On n'obtient pas juste l'endroit où chaque boule a frappé. Ce que vous trouvez, c'est cette distribution, vous savez, presque comme une onde de la façon dont les choses auraient pu se comporter. En mécanique quantique, nous ignorons où se trouvent exactement ces particules. Il est très difficile de les localiser précisément. Cette probabilité théorique, cette distribution, montre toutes les possibilités de ce qu'elle pourrait faire. Cela se concrétise réellement sous la forme d'une mesure physique de cette étrange distribution de possibilités qui se réalise, comme vous savez les résultats de « où mon électron a-t-il frappé lorsque je l'ai lancé sur cet écran ?» Donc, les gens ont essayé de se demander, vous savez, puis-je interpréter ces différentes possibilités? La particule est-elle ici? Est-elle là? Est-ce que c'est une réalité physique, n'est-ce pas? Existe-t-il un univers où elle est ici, un autre où elle est là? C'est l'idée du multivers. Je pense que ce n'est pas encore une question scientifique, car nous ne pouvons pas explorer ces multiples versions d'un univers qui existerait en même temps. Aucune mesure ne permet de différencier cela de la simple probabilité mathématique que nous utilisons. Mais c'est une idée géniale, et j'aime aussi les films sur le multivers. Disons, vous savez qu'il y a une version de moi dans un autre univers qui fait quelque chose de différent? Quand j'ai pu étudier cela, vous savez, et que nous avons pu réfléchir aux univers parallèles et à ce genre de choses, vous savez, c'est fascinant, pas seulement d'un point de vue conceptuel, quand on pense à ce que cela signifie pour différentes versions de soi. Mais cette notion que il existe différentes versions possibles de chaque réalité que nous pensons aussi pouvoir percevoir. Des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente aux physiciens, en passant par, vous savez, les psychologues qui disent que tout ce que nous voyons est ce que nous percevons, et ce qui est projeté à l'envers sur le fond de la, vous savez, rétine qui, vous savez, envoie des informations, et vous savez, à travers toutes ces différentes cellules.
Mais vous savez, l'exemple le plus simple, c'est que, vous savez, quand on décrit une couleur, c'est en fait la seule longueur d'onde qui n'est pas absorbée par un objet. Mais Donald Hoffman a parlé de, vous savez, et si nous voyons la réalité comme si nous portions déjà les lunettes, n'est-ce pas? C'est l'expérience de la réalité virtuelle, n'est-ce pas? Oui. Et donc, je pense que lorsque nous y pensons en termes de particules, en termes de probabilité, en termes de l'expérience de la double fente, c'est passionnant et cela stimule aussi la créativité. Et évidemment, les personnes qui créent de la science-fiction et qui parlent de ces sujets peuvent l'amener à tous ces différents niveaux, mais nous pouvons aussi en parler d'un point de vue mathématique, ce qui est, je pense, tout aussi divertissant. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, il faut explorer ces idées, non. Si les choses sont seulement explorées en laboratoire ou uniquement en mathématiques, ce n'est pas ça qui capte l'imagination des gens. Je remercie Marvel d'explorer tout cela aussi. Et en ce qui concerne, par exemple, les conséquences physiques de tout cela, il y a beaucoup de recherches actuelles sur des sujets comme les ordinateurs quantiques, où les gens essaient de révolutionner l'informatique et la cryptographie. Et toutes ces choses auront de très grandes implications dans le monde réel, qui sont basées sur ce genre de combinaison de la réalité et tout ce comportement incertain et probabiliste. Beaucoup de personnes qui, disons, vivent des flashbacks liés à un traumatisme ne les décrivent pas comme un souvenir, mais comme le fait d'être transportés dans un temps complètement différent. Et leur corps, leurs pensées et, dans bien des cas, leur être physique réagissent comme s'ils étaient à une autre époque. Et évidemment, ce n'est la preuve de rien. Ce n'est pas comme ça qu'on décide des choses en science. Mais je me demande si tu peux parler un peu, par exemple, de la différence entre se souvenir de quelque chose et avoir, tu sais, l'expérience d'être dans une période de temps complètement différente. Est-ce que ce genre de voyage dans le temps, avec un petit V, y a-t-il une autre façon d'imaginer que nous puissions expérimenter le temps de manière non linéaire? L'une des choses que la physique du début du XXe siècle nous a montré de façon vraiment remarquable, c'est qu'il n'existe pas de notion universelle du temps pour tout l'univers. C'est très local, dépendant de nos déplacements et de notre position, et les horloges ne tournent pas partout au même rythme dans l'univers selon les scénarios. Pour donner quelques exemples dont vous avez peut-être entendu parler, si vous vous déplacez vraiment, vraiment vite, par exemple si vous êtes dans votre fusée et que vous filez vers une autre planète, c'est le célèbre paradoxe des jumeaux d'Einstein, où, vous savez, vous avez deux personnes différentes, des jumeaux. L'un d'eux monte dans le vaisseau spatial et voyage très près de la vitesse de la lumière, très loin. L'autre reste sur Terre. Ils reviennent et ils ont des âges différents. Comment est-ce possible? C'est quelque chose qui est vraiment possible en physique, que les horloges n'ont pas besoin d'être universelles. Un autre exemple, c'est que lorsque vous êtes près de champs gravitationnels très puissants, donc si vous étiez sur une planète très proche d'un très grand trou noir, les horloges tourneraient à un rythme différent sur cette planète que, vous savez, ici sur Terre. Et donc, il peut y avoir manifestement des perceptions du temps extrêmement différentes entre différents observateurs, dans différentes parties de l'univers, faisant des choses différentes. Et cela peut donner lieu à toutes sortes de paradoxes et de contradictions qui n'en sont pas vraiment, mais qui en ont l'air simplement à cause du fait que le temps n'est pas universel. Donc je trouve que c'est intéressant que, vous savez, le temps ne signifie pas la même chose pour tout l'univers, n'est-ce pas? On ne peut pas simplement dire maintenant et que ce soit quelque chose d'universel sur lequel tout le monde serait d'accord. La question est, peut-on remonter dans le temps? Donc, est-ce que le voyage dans le temps est possible? De nombreux physiciennes et physiciens y ont réfléchi au fil des ans. Je ne donnerai pas de réponse définitive, car certains y réfléchissent encore sérieusement. Mais on peut dire que si vous essayez d'écrire une théorie physique qui permet le voyage dans le temps, qui permet ces soi-disant boucles temporelles fermées où vous savez, vous retournez dans le passé et faites quelque chose, la physique s'effondre très rapidement. On obtient alors des réponses absurdes, comme le paradoxe où l'on retourne dans le passé tuer son grand-père, menant à une contradiction logique. C'est ça. Cela se produit partout en physique si le voyage dans le temps existe, car vous pouvez revenir en arrière. Donc, en ce qui concerne les théories physiques cohérentes, je dirais qu'il n'existe pas de théorie physique universellement acceptée qui permette le voyage dans le temps. Cela semble vraiment très difficile. L'univers semble vraiment se protéger très fortement contre ce genre de choses. Est-ce que cela signifie que, vous savez, c'est absolument le cas? Peut-être qu'il existe une manière ingénieuse de le faire que nous ne connaissons pas encore. Est-il possible que l'une de ces autres dimensions auxquelles nous pensons abrite une forme d'expérience ou des choses à une certaine échelle de temps, qui n'auraient pas besoin d'exister d'une manière qui impacterait le monde physique, de sorte que nous n'aurions pas à nous soucier de cette possibilité que la physique s'effondre?
Mais tout comme les personnes qui, vous savez, ont ce qu'on pourrait appeler une perception extrasensorielle ou qui sont incroyablement intuitives, n'est-ce pas? Des personnes qui sont en contact ou, faute de mieux, branchées sur d'autres fréquences, n'est-ce pas? Est-il possible qu'il existe des expériences ou des personnes qui ont accès à un autre plan où ces informations existent et sont accessibles, mais où elles n'auraient pas à obéir à toutes les autres règles physiques liées à la linéarité du temps? Il est intéressant de constater que, mathématiquement, ces règles s'appliquent à tout. Que ce soit une dimension supplémentaire ou ordinaire, cela ne vous donne pas de passe-droit simplement parce que ce n'est pas observable dans notre univers. Je dirais donc que, par exemple, le voyage dans le temps, comme dans Retour vers le futur, n'est pas rendu possible par des dimensions supplémentaires. Certaines personnes se demandent si des dimensions supplémentaires pourraient être temporelles, donc s'il pourrait exister plusieurs temps. C'est intéressant, mais ce concept s'effondre vite. Faire de la physique cohérente devient très difficile dans ce scénario. Mais les gens y pensent encore. Et puis, la question de ce que les humains peuvent percevoir et de notre fonctionnement conscient se pose. Je trouve ces questions fabuleuses, mais malheureusement, ce n'est pas de la physique pour l'instant. Vous savez, depuis que vous étiez une petite fille fascinée par la physique et que vous vouliez étudier le cosmos et toutes les choses incroyables que vous avez la chance d'étudier, comment votre compréhension de la vie sur d'autres planètes ou de la vie dans d'autres galaxies a-t-elle évolué? Et comment intégrez-vous cela dans le travail que vous faites? Parce que cela a vraiment changé au cours des dernières décennies en termes de ce que nous savons, de ce que nous pouvons savoir et de ce qui est réellement possible. Comment cela a-t-il changé votre vision du monde? Vous évoquiez plutôt le caractère particulier de la vie sur Terre, disant que nous n'avons pas trouvé de vie ailleurs et semblons occuper une position unique. Ma formation en physique m'a montré que, d'une certaine manière, ce genre d'exceptionnalité n'apparaît pas si facilement. Si quelque chose est possible, si l'on peut créer des molécules complexes, si l'on peut créer des êtres humains et la conscience, l'idée que cela ne se produirait qu'une seule fois dans l'univers me semble presque infinitésimalement improbable. Donc, ce n'est pas une preuve que la vie existe ailleurs dans l'univers, mais j'ai le sentiment que, bien sûr, la vie doit exister ailleurs dans l'univers, parce que franchement, nous ne sommes tout simplement pas si spéciaux. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, chaque fois que nous pensions être spéciaux, comme lorsque nous pensions que le Soleil tournait autour de la Terre, nous avons constamment été détrônés dans l'idée de notre propre importance. Donc, je n'ai aucune preuve de vie ailleurs que sur Terre, mais je pense qu'il est presque certain, enfin, l'univers est tellement vaste et il y a tellement de possibilités et un environnement si riche pour créer des systèmes complexes et la vie. Je serais très surprise que l'univers ne regorge pas de vie. Et pour rebondir là-dessus dans une autre direction, l'autre chose que je pense que notre époque moderne nous apprend, c'est qu'avec l'avènement de choses comme l'apprentissage automatique, on commence à comprendre que la conscience humaine n'est peut-être même pas si spéciale que ça, n'est-ce pas? Vous savez, on peut construire des réseaux très complexes qui commencent. Et encore une fois, je ne dis pas que l'intelligence artificielle pense déjà, mais on commence à mieux comprendre comment on obtient des choses comme la pensée à partir de systèmes complexes. Donc je pense que c'est aussi une question scientifique vraiment intéressante. Il y a quelque chose de particulier à parler à quelqu'un qui vit littéralement dans les mathématiques de la physique, d'avoir ce genre de conversation. C'est tellement excitant pour moi parce que je veux savoir qu'est-ce que ça signifie, tu vois, si tu enlèves un peu ton chapeau de professeur, n'est-ce pas? Et puis tu le remets, alors qu'est-ce que tu imagines? Tu imagines des êtres à base de carbone? Tu imagines des êtres à base de silice? Est-ce que tu imagines, tu sais, comme beaucoup de gens en ont parlé, que si quelque chose existe là dehors et qu'on n'en est pas conscient, ce qui, je suppose, est le cas dans un sens pratique, il est probablement des milliers et des milliers d'années en avance sur nous. Il se peut en fait que ce soit une intelligence artificielle qui ne soit même pas reconnaissable, tu sais, comme une sorte d'extraterrestre vert ou gris, tu vois, de ce genre-là. Qu'est-ce que tu imagines et qu'est-ce que tu es autorisé à imaginer compte tenu de tes qualifications? Encore une fois, notre vision de ce qui est possible pour la vie, pour la complexité, pour la façon dont les choses pourraient se former et se comporter est tellement limitée par ce que nous avons vécu. Donc je ne sais pas vraiment ce que j'imagine, mais je suis vraiment enthousiasmée par l'idée qu'il pourrait exister des choses tellement différentes de nous, pas forcément en termes de leurs éléments constitutifs. Le carbone est excellent pour créer des structures complexes, mieux que le silicium. Peut-être que c'est la façon la plus courante dont cela se produit dans l'univers.
Quant à la façon dont des organismes pourraient apparaître, fonctionner, communiquer, ce qui compterait pour eux ou comment ils exploreraient l'univers, je pense que tout est possible. Je suis fascinée par ce à quoi cela pourrait ressembler et particulièrement intéressée. Il semble vraiment difficile, vous savez, pour les organismes de coopérer, de survivre, de prendre soin de leur planète, d'aller plus loin dans l'univers. Si d'autres civilisations l'ont fait, ce serait fantastique d'en apprendre plus. Je pense que ce serait fantastique d'en apprendre davantage sur des civilisations qui ne se font pas constamment la guerre. Vous savez, parce que quand je pense à notre expérience, quand je pense à ce qui est possible lorsque les gens s'unissent, lorsque les systèmes s'unissent, je veux dire, pensez même à notre corps, n'est-ce pas? C'est un organisme entier basé sur la coopération, non? Quand on extrapole cela, les possibilités sont littéralement infinies. Et si vous considérez l'amour, la paix et l'espoir comme des choses que nous pouvons réellement ressentir, j'aimerais vraiment le savoir, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse à cela? Car nous ne l'avons clairement pas trouvée. Il y a toujours eu cette question. Pourquoi les extraterrestres ne nous ont-ils pas contactés s'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? D'abord, l'espace est tellement vaste et les signaux mettent tant de temps à voyager que c'est une des explications. Comme d'autres l'ont dit, peut-être que dans un nouvel endroit, nous ne nous allongeons pas directement au sol pour parler aux fourmis. Parle pour toi. Peut-être qu'on devrait. Pouvez-vous parler un peu plus de votre compréhension de l'apprentissage automatique? Encore une fois, vous avez été, vous savez, une professionnelle dans un domaine qui est tellement influencé par une compréhension différente de la façon dont nous comprenons l'univers. Pendant longtemps, nous l'avons abordé d'une façon, mais nous entrons maintenant dans une ère totalement nouvelle. Et l'un de nos principaux intérêts en discutant avec le Dr Kaku était de savoir comment tous ces types de théories sont maintenant calculés, envisagés et vraiment cristallisés d'une manière complètement différente grâce à l'informatique quantique. Comment abordez-vous cette notion d'apprentissage automatique de modèle de langage? Vous savez, est-ce que nous créons la pensée ou est-ce que nous créons une représentation artificielle de notre compréhension limitée de la pensée? Personne n'a encore les réponses à cette question, bien que de nombreuses personnes intelligentes essaient d'y répondre. Mais je pense qu'en fait, cette année, nous vivons un moment vraiment remarquable pour l'intelligence artificielle et son impact sur la science. Depuis plusieurs années, j'ai travaillé sur des projets visant à approximer numériquement des solutions à certains problèmes, n'est-ce pas? Donc, vous avez des équations vraiment complexes que vous devez résoudre et dont vous ne savez pas comment trouver la solution. Vous développez des méthodes sur ordinateur pour exécuter du code et simuler une solution possible. Il y a quelques années, les réseaux neuronaux ont été utilisés. Nous avons tenté d'appliquer l'apprentissage automatique pour faciliter la résolution de ces équations. Et vous savez, les progrès immédiats étaient vraiment remarquables. Les choses allaient tellement plus vite. C'était un nouvel outil informatique vraiment puissant. Il y a aussi les grands modèles de langage, l'architecture transformer de l'apprentissage automatique, comme ChatGPT et Claude. Au début, on pense qu'on peut l'utiliser pour rédiger un essai universitaire, mais que ça n'aura pas d'impact sur la science. En réalité, ces 6 derniers mois, dans mon domaine, cela commence à changer la façon de faire de la physique et des mathématiques. Et le type de résultat que l'on peut obtenir avec ces grands modèles de langage, la question de savoir s'ils sont capables d'innover en science, peuvent-ils vraiment raisonner? Peuvent-ils suggérer des idées inédites au-delà de ce que les êtres humains ont déjà trouvé? Beaucoup de gens se penchent sérieusement sur cette question aujourd'hui. Et je dirais certainement que ces outils d'apprentissage automatique, les grands modèles de langage, en sont à un point où l'on peut avoir une conversation avec eux sur ces idées, une conversation scientifique productive comme on le ferait avec un collègue. Ils peuvent générer de nouvelles idées. Donc, chez les mathématiciens, il y a beaucoup de discussions dans la littérature mathématique à propos de nouvelles démonstrations qui sont générées en collaboration avec l'intelligence artificielle et auxquelles les humains n'auraient peut-être pas pensé auparavant. Dans mon domaine, les gens essaient vraiment de pousser cela pour pouvoir inventer, vous savez, de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de penser les choses, et je trouve ça à la fois vraiment effrayant et vraiment excitant. Donc, où cela nous mène-t-il? Est-ce que ces choses vont devenir conscientes? Y a-t-il une notion d'intelligence artificielle générale qui serait proche? Qu'allons-nous faire avec elle? Je ne suis pas sûre, mais je pense que les choses évoluent vraiment très vite en ce moment. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je suis en quelque sorte émue d'une manière très particulière en parlant avec toi, parce que, je veux dire, je pense simplement à, tu sais, même de notre vivant, la façon dont les choses se faisaient avant.
Comme quand j'étais à l'école doctorale, je parle souvent avec de jeunes scientifiques de ce que c'était que de remplir les formulaires du comité d'éthique. Si tu devais travailler avec des sujets humains, tu devais faire 4 photocopies Xerox et puis, tu sais, l'imprimante n'avait plus de toner et tu devais aller à une autre imprimante avec ta carte de copie pour apporter les formulaires au bureau. C'était simplement pour obtenir l'autorisation de faire ta recherche. Ou quand je repense à ce que c'était d'écrire une demande de subvention, la plupart de notre temps était consacré à des choses que maintenant tu n'as plus besoin de passer du temps à faire. Alors je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire rien qu'avec la puissance intellectuelle qui nous est maintenant accessible grâce à la méthodologie systématique qu'on peut utiliser pour faire simplement, tu sais, des choses logistiques. Au-delà, je pense à des choses, comment ça s'appelle? Quand les gens développent une psychose de l'intelligence artificielle et pensent avoir des idées incroyables, ce qui est souvent vrai. Mais je me demande, mon Dieu, à quel point la science a-t-elle maintenant complètement ouvert le champ des possibles? Et je ne veux pas utiliser votre propre métaphore, mais c'est comme si ça s'étendait dans toutes les dimensions à une vitesse croissante. Ça change vraiment la manière dont nous faisons de la science, des questions auxquelles nous pouvons répondre et de la manière dont nous pouvons les poser. Et vous savez, beaucoup de gens, moi y compris, vous savez, quand ces outils sont apparus pour la première fois, je les voyais un peu comme une façon astucieuse de prédire le mot suivant, n'est-ce pas? Vous savez, c'est juste, vous savez, c'est de la reconnaissance de motifs. C'est comme dire, d'accord, quand les gens écrivent des lettres, quel mot va à quel endroit? Il est évident qu'ils sont bien plus maintenant, avec beaucoup plus de possibilités. Et pour revenir à un point précédent sur le fait que, vous savez, les êtres humains ne sont pas si spéciaux que ça, il est aussi évident que si vous construisez des réseaux suffisamment complexes, d'une certaine manière, les cerveaux humains prédisent aussi le mot suivant. Nous fonctionnons, vous savez, nous fonctionnons avec des algorithmes, même si nous ne le savons pas. Et donc, à ce stade où, vous savez, vous avez un réseau qui est une machine qui se connecte d'une certaine manière, à quel niveau de complexité commence-t-il à penser? Démonter un cerveau humain dans l'autre sens et se demander comment la conscience se forme-t-elle mécaniquement? Quelles règles font que nous sommes ce que nous sommes? Je pense que ce sont des questions fascinantes, et je crois que nous commençons à avoir de nouvelles perspectives sur la façon dont ces choses s'articulent. Quand on regarde quelque chose comme le traumatisme et que les gens demandent pourquoi est-ce que je choisis toujours des personnes qui me font du mal? Pourquoi est-ce que je continue à suivre ce même chemin? C'est parce que votre cerveau sait que c'est confortable. C'est l'habitude. Nous avons créé ce chemin et nous allons continuer à l'emprunter. Et si quelqu'un le déclenche d'une autre manière, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai la même réaction, même si je sais que je suis en sécurité, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que fait ce système complexe, et c'est le mieux qu'il puisse faire. Mais ce qui est fascinant, c'est que, vous savez, quand on aborde les approches thérapeutiques, et surtout quand la médecine occidentale dit aux gens « je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, prenez ce comprimé », n'est-ce pas? D'autres méthodes de guérison affirment qu'il existe une autre façon de percevoir et de former des schémas cérébraux, n'est-ce pas? Donc, quand on pense à l'intelligence artificielle dans ce sens, c'est encore un autre niveau de conversation créative à laquelle nous pouvons prendre part. Je veux dire, il y a quelque chose de tellement romantique pour moi, pourtant, dont je dois me débarrasser, cette idée romantique qu'il existe ces théorèmes et que nous n'arrivons pas à les résoudre. Et par exemple, quelle est ta question de maths préférée qui ne peut pas être résolue? L'idée que cela pourrait aussi appartenir au passé, dans une certaine mesure. Que se passe-t-il lorsque les théories ne sont plus des théories, mais deviennent des choses concrètes, n'est-ce pas? Quand on parle de la théorie de la relativité, on parle de la théorie des cordes. Qu'est-ce que cela te fait d'entrer dans une ère où il pourrait ne plus y avoir autant d'inconnus? Qu'est-ce que cela signifie pour cette prochaine étape de notre réflexion et de notre évolution? Une question sérieusement posée par les mathématiciens et physiciens est « Que se passe-t-il quand ces choses deviennent bien plus intelligentes que nous ?» D'accord. Donc, en ce moment, je peux avoir une conversation avec, vous savez, un grand modèle de langage à propos de mes recherches, et j'en sais encore plus sur mes recherches que lui. Et donc, il va, vous savez, halluciner, il va faire des erreurs, et je peux dire « Non, ce n'est pas correct ». Et ensuite, il dit « Désolé, je vais corriger ça, vous voyez, n'est-ce pas ?» Mais il pourrait très bientôt arriver que les ordinateurs, vous savez, ces intelligences artificielles, puissent générer des théorèmes. Elles pourraient créer des théories correctes, comme vous l'indiquez, et il serait peut-être difficile aux humains de juger leur justesse. Il y a donc en fait une communauté très active qui émerge dans le domaine des mathématiques et qui essaie essentiellement d'écrire du code pour créer des algorithmes capables de vérifier des démonstrations mathématiques qui pourraient être trop complexes pour que les humains les comprennent.
En résumé, ils conçoivent une architecture interne permettant aux machines de vérifier leurs propres théorèmes afin qu'on puisse leur faire confiance même si cela nous dépasse, ce que je ne pensais pas rencontrer si tôt. Mais nous y sommes, n'est-ce pas? Donc cette question de oui, qu'est-ce qu'on fait quand ils nous disent que c'est la bonne réponse et qu'on ne sait pas s'ils ont raison? Nous sommes trop stupides. Nous sommes comme des Néandertaliens et Homo sapiens. C'est comme je sais quoi faire. Va ici, accouple-toi avec cette personne, mélange ça et ce sera bon. Nous allons être comme les Néandertaliens. J'espère que non, mais comment gérer cela? C'est une vraie question difficile et je pense qu'on est déjà confronté à cette question. Comment décide-t-on? Il y a des questions éthiques sur l'usage de ces outils, mais aussi des aspects pratiques. Comment orienter un outil si puissant vers la découverte? Quelles questions poser? Faut-il croire ses réponses et comment tout démêler? Je ne peux pas m'empêcher d'être frappé par le fait que, vous savez, chaque génération croit qu'elle sait des choses que la génération précédente ne comprenait pas. Que ce soit le rock and roll, que ce soit, vous savez, la technologie informatique. J'ai un enfant de 17 ans et un de 20. Jonathan a un enfant de 18 ans. Nous faisons face à cette situation. Mais ils en savent beaucoup plus que moi sur certaines choses. Et la base de la façon dont mes parents nous élevaient, c'était « nous en savons plus que toi ». Et quand tu penses en savoir plus, on va te remettre à ta place. Et ce que j'ai maintenant, et cela s'est littéralement produit en une génération, j'ai maintenant des enfants qui, à bien des égards, sont encore absolument des enfants. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de choses à leur apprendre. Mais dans une génération de plus, nous pourrions nous retrouver dans une situation où la balance des connaissances bascule d'une manière qui semble un peu effrayante. Projetez-vous 5 générations plus loin. Cette chose se développe dans toutes les directions à un rythme rapide. Je crois qu'on peut se poser cette question dès maintenant. Honnêtement, je pense que le rythme du changement est tellement rapide que nous tous, quel que soit notre âge, allons nous retrouver dans la position de devoir faire face à quelque chose de totalement nouveau. Et je comprends tout à fait ce que vous dites. J'ai aidé mes parents à traverser la transition technologique, vous savez. Je vois déjà que, vous savez, les plus jeunes sont bien plus habiles que moi dans certains domaines. Et je pense que, oui, ces nouveaux outils, ça s'accélère de façon exponentielle. Alors, à quoi ça ressemble? Comment on suit le rythme? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait ça de manière responsable? Ce sont des questions difficiles. Oui, la seule chose qui me rassure, c'est que très bientôt, et peut-être même de mon vivant, mes enfants verront ce que ça fait de se faire dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis il y a aussi la question de l'accès, n'est-ce pas? Si on a ces outils puissants, comment s'assurer qu'ils soient accessibles à tout le monde, que chacun puisse vraiment les utiliser et... Ou qu'ils soient utilisés pour le bien et non pour le mal, n'est-ce pas? Dans la bande, enfin, j'ai l'impression que beaucoup d'aspects de notre existence ressemblent à une bande dessinée, tu sais, rien que dans le langage que certains dirigeants utilisent. On dirait vraiment un méchant de bande dessinée. Mais cette idée de, tu sais, même les limites actuelles qu'on essaye de poser autour de la technologie qui peut pirater tous les systèmes de notre planète, n'est-ce pas? Comment contrôler et réguler ça alors que c'est conçu pour être utilisé pour toutes ces autres choses incroyables, tu vois? 2 questions très importantes. Premièrement, pour ceux qui n'écoutent qu'en audio, tu as des équations derrière toi sur le tableau noir. Oui, c'est vrai. De quoi s'agit-il? Il s'agit des géométries pour les dimensions supplémentaires. Donc si tu te demandes, par exemple, quelle pourrait être la forme de ces dimensions supplémentaires, elles doivent être très petites pour rester invisibles, mais peuvent se replier de façon étrange et merveilleuse. Cela change la physique que tu pourrais en tirer. On écrit donc de nombreuses équations pour décrire ces dimensions, leurs formes et leurs conséquences. Quelles sont nos options pour les formes? Parce que moi, je m'arrête à une buckyball. Encore une fois, c'est difficile à visualiser car cela implique plus de 3 dimensions. Donc, en théorie des cordes, les dimensions supplémentaires courantes que nous postulons impliquent, par exemple, 6 dimensions supplémentaires. Et elles peuvent avoir des trous et toutes sortes de structures très étranges et merveilleuses. Des exemples simples incluent une forme de beignet pour les dimensions supplémentaires. Vous pourriez avoir, vous savez, un petit torré jusqu'à des géométries très très complexes et nouées, des choses qu'on appelle des variétés de Calabi-Yau. Oui, il existe de nombreuses configurations étranges. C'est d'ailleurs un aspect de mes recherches, déterminer combien de formes différentes sont possibles. En réalité, nous ignorons s'il y a un nombre fini de formes autorisées ou si celui-ci pourrait être infini.
Qu'espérez-vous découvrir en comprenant la forme de ces autres dimensions supplémentaires? Qu'est-ce que cela pourrait nous permettre de débloquer? À long terme, nous voulons savoir ce que contient l'univers, ce que sont la matière noire et l'énergie noire, combien de particules pourraient exister et comment elles interagissent. Donc, la forme de ces dimensions supplémentaires dans la théorie des cordes influence des choses comme les particules que nous observons réellement. Par exemple, nous savons qu'il existe des particules comme les quarks et les électrons. En zoomant avec un microscope ultra puissant à des échelles minuscules, on peut se demander, existe-t-il d'autres particules? Quelles sont leurs propriétés? Et aussi la structure de ces questions que nous posons comme quelle est la forme de l'univers? Pourquoi est-il en expansion? Que va-t-il lui arriver? Toutes ces questions sont des choses auxquelles, en principe, une théorie comme la théorie des cordes pourrait essayer de répondre. À court terme, il nous faudrait d'abord comprendre quelles sont les règles pour les dimensions supplémentaires. Ensuite, on pourrait demander ce que la physique des particules observerait. Il existe en fait des visualisations amusantes que l'on peut faire si ces dimensions supplémentaires étaient si petites que nous ne pourrions pas les voir, mais tout de même assez grandes pour que, par exemple, des particules très petites puissent interagir avec elles. À l'échelle atomique ou subatomique, si deux atomes interagissent ou deux particules se heurtent, elles pourraient perdre de l'énergie dans ces dimensions supplémentaires. Ou alors, vous pourriez, si elles sont décrites comme une onde, une partie de cette onde pourrait s'étendre dans une dimension supplémentaire. Donc on peut essayer de faire des expériences pour voir si cela pourrait être mesuré. Voyez-vous ce déficit d'énergie ou la façon dont les choses pourraient se comporter de cette manière? Quelle est votre forme préférée? Je dirais que ces variétés de Calabi-Yau sont vraiment amusantes à manipuler. Il y a beaucoup de possibilités, vous savez, quant à la façon dont elles se tordent, à leurs trous et à leur structure. Donc, rien qu'en termes de formes amusantes à manipuler, à observer, à, vous savez, percer des trous dedans, les Calabi-Yau sont vraiment sympas. Je n'ai jamais posé cette question à qui que ce soit en plus de 350 épisodes, mais j'ai l'impression que je dois vous la poser. Est-ce que vous m'avez déjà posé cette question? Non. D'accord. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Oh là là, c'est une super question. En ce moment, à ce stade de ma vie, j'aimerais avoir le pouvoir de mettre le temps en pause pour tout le monde sauf moi. Et je dis ça parce que je me sens complètement débordée. J'ai beaucoup trop de choses à gérer. J'aimerais pouvoir tout mettre en pause, prendre mon temps, tout faire et en profiter, puis relancer l'univers quand je suis prête. Ce serait vraiment un super pouvoir génial. Docteur Anderson, merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Y a-t-il un endroit en ligne où les gens peuvent vous retrouver? J'ai un site web. Je dirais oui, allez voir la page de physique de Virginia Tech. C'est génial, merci beaucoup. Nous apprécions vraiment le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. Petit récapitulatif. Il y a beaucoup d'énergie noire là-dedans, beaucoup de matière noire, beaucoup de choses. Chaque fois que nous parlons à un scientifique, on se rend compte qu'ils ne savent pas beaucoup de choses. Il faut retenir que cette dame ne connaissait pas la réponse à beaucoup de nos questions. Ils savent beaucoup de choses, mais ils découvrent aussi qu'ils ne savent pas beaucoup de choses. Vous savez, je pense que c'est une évaluation injuste de la docteure Anderson, qui sait clairement beaucoup de choses. Je veux dire, je ne dis pas que je sais plus de choses. Non, mais je pense... Enfin, personne ne dit ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on parle avec des gens en physique théorique, dans les domaines théoriques, comme le fait que, tu sais, je me demandais à quoi ressemble son laboratoire. Probablement exactement ce qu'on a vu, un tableau noir, beaucoup de feuilles de brouillon et un ordinateur. Tu sais ce que je ne lui ai pas demandé? Si elle rêve en équation. J'ai vraiment apprécié sa façon de décrire ce que c'est que de travailler dans la science à notre époque. Comme je l'ai dit, quand tu l'imagines enfant disant « je veux étudier ça », et puis tu entres dans le domaine à un moment où la technologie a tellement évolué, tout ce que nous faisons pour explorer quoi que ce soit, ça s'étend littéralement dans toutes les directions. C'est tout à fait vrai. Et la dernière pensée qui me vient à l'esprit, celle sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est que si Amy et Sheldon étaient à l'antenne en ce moment, et qu'ils étaient en train de passer une soirée en amoureux et qu'ils interagissaient avec GPT, on peut les imaginer en train de se disputer et de se chamailler avec les grands modèles de langage actuels. Je veux dire, The Big Bang Theory s'est produite à une époque tellement spéciale qu'elle n'aurait probablement pas pu exister aujourd'hui avec les capacités et le cadre que nous avons actuellement en physique, c'est certain. Je pense que vous deux seriez très contrariés par GPT.
Vraiment, vraiment un épisode très amusant. Et oui, de notre décryptage au craquage qu'on espère que vous n'aurez jamais. On se retrouve la prochaine fois. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or